Masechet Gittin, résumé du Daf Mem Chet. La Gemara avait ramené la discussion de Rabbi Yochanan Resh Lakish. Est-ce que le propriétaire des fruits est considéré comme le propriétaire de la terre elle-même ou pas? Et donc il fallait savoir s'il est considéré comme le propriétaire de la terre quand il amène les premiers fruits comme Bikurim, il devra dire les psukim que la Torah dit au propriétaire de dire, où il remercie Hachem qui lui a donné cette terre-là, donc il se considère comme le propriétaire de la terre elle-même. Si tu dis par contre que le propriétaire des fruits n'est pas considéré comme le propriétaire de la terre, il ne pourra pas dire ces psukim-là. Donc la Gemara avait ramené là-dessus une marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish, qui se répétait au niveau de quelqu'un qui a vendu du temps du Yovel, puisque là-bas aussi, la terre n'est vendue que pour ses fruits, puisqu'elle revient finalement au Yovel, à la 50e année. Donc ici aussi se posera la question, est-ce que l'acheteur doit faire les bikurim en disant les psukim, oui ou non? La Gemara ramène encore quelques objections ici, où on voit qu'il faut dire les psukim, donc tu vois que le propriétaire des fruits est considéré comme le propriétaire de la terre elle-même, preuve pour Rabbi Yochanan, objection pour Resh Lakish. La Gemara donne deux réponses. Soit il s'agit du temps où il n'y a pas de Yovel, donc c'est définitif, les ventes. Le propriétaire, donc, l'acheteur est considéré non pas comme un acheteur des fruits uniquement, mais de la terre elle-même, bien sûr, d'après tout le monde, puisque ça ne retourne pas au Yovel, au vendeur. Deuxième réponse, dit la Gemara, il faudrait distinguer entre le premier Yovel dans l'histoire et le suivant. Dans le premier Yovel, c'est-à-dire dans les 50 premières années, les gens qui achetaient un terrain avaient du mal à s'imaginer que toutes les ventes vont retourner au vendeur au Yovel. Et donc, quand ils achetaient, ils venaient avec l'intention d'être propriétaires sur tous les fruits et la terre. Et dans ces années-là, ils pouvaient dire les psukim, ils se considèrent comme un propriétaire, ils disent la terre que tu m'as donnée. Mais depuis qu'ils ont vu au premier Yovel que tous les terrains ont été rendus aux vendeurs, dorénavant, celui qui achète, il comprend très bien qu'il n'a acheté que pour les récoltes, que pour les fruits, donc il ne peut pas dire les psukim, parce qu'il n'est pas considéré d'après Resh Lakish comme le propriétaire de la terre elle-même. La Gemara ramène une marloquette Tanaïm. Et la Gemara veut mettre en rapport cette marloquette Tanaïm avec la discussion de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, si le propriétaire des fruits est comme le propriétaire de la terre elle-même ou pas. Il s'agit là-bas d'un cas où quelqu'un, il a acheté de son père un champ, et ensuite il a été makdish le champ, et son père est mort. Est-ce que, donc il est en même temps un acheteur, il était acheteur, quand son père est mort, il est devenu héritier. Et la Gemara ramène à propos de ça une marloquette, est-ce qu'on le considère comme un acheteur ou comme un héritier? Et la question qui se pose, il y a des différences dans la halakha par rapport au Ekdesh. En tout cas, la Gemara, elle veut dire que celui qui le considère comme un héritier, c'est parce qu'il pense que l'acheteur n'était pas considéré comme propriétaire de la terre elle-même, mais uniquement des fruits, puisqu'il devrait rendre Yovel. Dès qu'il a hérité, il est devenu propriétaire de la terre elle-même. Donc, puisqu'il y a une différence claire et concrète entre acheteur et héritier, alors je peux dire qu'il y a eu ici un changement, il s'est amélioré. Tandis que d'après celui qui dit il n'est considéré que comme un acheteur, alors il penserait que, non, celui qui dit que l'acheteur est considéré comme propriétaire de la terre, il va dire on ne peut pas le voir ici comme un héritier parce que ça ne lui a rien ajouté. En tant qu'acheteur déjà il était propriétaire de la terre, maintenant qu'il est devenu héritier ça ne lui a rien ajouté, alors il garde son premier statut. Donc ça c'est la marloquette, c'est comme ça que la Gemara voulait expliquer la marloquette. Finalement la Gemara a dit non, on pourrait l'expliquer autrement. On peut expliquer que c'est une marloquette dans les drachot et sans rapport avec la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. La Gemara continue et dit Rabbi Yochanan qui a dit que le propriétaire des fruits est comme le propriétaire de la terre, il est considéré comme le propriétaire de la terre elle-même. Heureusement qu'il a dit ça. Parce que Rabbi Yochanan nous a appris une autre halakha qui aurait pu être en contradiction avec, qui aurait pu nous poser problème s'il n'avait pas dit ça. Rabbi Yochanan considère que deux frères héritiers, ils sont que comme des acheteurs l'un de l'autre parce qu'on ne sait pas s'il a pris la part qu'il devait hériter pour de vrai ou pas. On ne peut que le considérer comme un acheteur de son frère. On dira peut-être qu'ils se sont échangés. Et si c'est comme ça, alors si Rabbi Yochanan pensait comme Resh Lakish qu'un acheteur des fruits ne peut pas dire les psukim de Bikurim, alors il se trouve que même les héritiers ne peuvent pas dire les psukim de Bikurim. Il aurait fallu trouver un cas
où il n'a pas de frère, son père non plus, son grand-père non plus, son arrière-grand-père non plus, jusqu'à Yoshua bin Nun. Et ce qui fait que donc il n'est pas considéré comme un acheteur, c'est un vrai héritier. C'est le seul cas pour Rabbi Yochanan où tu le considères pour de vrai comme un héritier. Et sinon, dès qu'il y a un frère, dès qu'ils étaient deux garçons, c'est fini, il n'y a plus de bikurim. Mais heureusement que Rabbi Yochanan a dit que le propriétaire des fruits est considéré comme le propriétaire de la terre, ce qui fait que même s'ils sont considérés les héritiers comme des acheteurs l'un de l'autre, ils peuvent quand même dire les psukim parce que les acheteurs aussi doivent dire les psukim. La Gemara ramène une preuve pour Resh Lakish, des psukim, on peut sous-entendre comme Resh Lakish et d'une braïta aussi, nous avons un peu une preuve pour Resh Lakish. Et on commence le 5e pérek de Masechet Gittin. La Mishnah ici, elle vient en fait classer les terrains en 3 classes. Il y a le meilleur qui s'appelle Ibit, le moyen qui s'appelle Benonit et le mauvais qui s'appelle Ziborit. Quand quelqu'un doit payer, il a une dette à son ami pour une raison quelconque, il faut savoir par quel biais il paye. Du meilleur, du moyen ou du moins bien, ou du mauvais. S'il paye du meilleur, bien sûr, il donnera en quantité moins que s'il donne du mauvais. Dans ce cas-là, il devrait donner plus. Mais les gens préfèrent la qualité que la quantité. Dans les terrains, ils préfèrent toujours la qualité. Et donc, se pose toujours la question, comment est-ce qu'il doit rembourser sa dette? Sur ça, la Mishnah nous dit comme ça. Celui qui a été endommagé, il faut le dédommager du meilleur. Celui qui a prêté de l'argent, il faut le rembourser du moyen. La ktuva d'une femme est payée du mauvais. Rabbi Meir pense la ktuva du moyen. La Gemara dit encore quelques principes dans les manières de paiement. On n'a pas le droit d'encaisser des terrains vendus tant que l'engagé, l'endetté, en a chez lui des libres. Même si les livres sont des mauvais, il ne pourra pas retrouver les acheteurs en disant voilà, celui qui t'a vendu, il me devait de l'argent, c'est hypothéqué à moi, c'est réservé à moi. Non. L'acheteur lui dira, retourne chez lui, il a encore des terrains, débrouille-toi avec. De même, dit la Mishnah, on ne sait pas rembourser des orphelins de bons terrains. On ne peut prendre que les mauvais. La Mishnah dit encore, toute chose qui n'a pas de limite fixe, comme la nourriture de la femme ou des filles après la mort de l'homme, ou bien dans un cas de vol, eh bien, si le voleur a vendu et que l'acheteur a amélioré le terrain, et que donc maintenant il retourne chez le voleur, quand maintenant le propriétaire revient prendre son terrain, l'acheteur retourne chez le voleur pour lui rembourser, eh bien, il ne prendra que le capital des terrains vendus du voleur. Il pourra, par contre, les fruits et tout le reste, il ne peut prendre que de ce qui se trouve encore chez le voleur lui-même, les terrains libres chez lui. De même, dit la Mishnah, celui qui a trouvé quelque chose et que le perdeur, le propriétaire, il veut le faire jurer qu'il n'y avait pas plus, on ne le fait pas jurer non plus, mais c'est la réparation du monde, sinon personne ne voudra rendre, personne ne voudra jurer, etc. La Gemara demande, mais comment tu me dis que toute notre Mishnah, elle est mipnei tikkun haolam, sous-entendu des rabanan? C'est des psukim qu'on apprend qu'il faut payer. Par exemple, au niveau des dommages, on apprend des psukim qu'il faut payer du meilleur. Répond la Gemara, c'est vrai, mais Rabbi Ishmael, il pense qu'on paye du meilleur du Nizak, de celui qui a été endommagé. Notre Mishnah vient nous dire qu'il faudra payer du meilleur du Mazik, de celui qui l'a endommagé. Le Nizak, c'est celui qui a été endommagé. Le Mazik, c'est celui qui a endommagé. Et donc, ça, c'est Midrabana de dire que on va punir, on va mettre une amende sur le Mazik qu'ils doivent payer du meilleur de ces terrains de manière à ce qu'ils ne se laissent pas aller endommager les gens. Et donc ça, c'est ce que pense. C'est-à-dire, Rabbi Ishmael, il pense que Minatora, on serait allé selon le Nizak, alors que Rabbi Akiva, il va d'après le Mazik. Eh bien, notre Mishnah va nous dire que même Rabbi Ishmael sera d'accord, Midera Banan, il devra donner du meilleur de ses propres terrains lui-même, du Mazik. La Gemara dans le suivant va expliquer comment exactement se font les drachot des psukim entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva.